Ouais, il y a des gens qui ont vraiment l'art de la répartie, c'est vrai, qui savent rebondir tout de suite sur les choses. Et pour avoir l'art de la répartie, il faut surtout pas avoir de fil, il faut surtout pas avoir je dirais, de filet de rétention au niveau de sa pensée, au niveau de sa parole, au niveau de ce qui sort de soi. Hey, salut mes amis, eh ben écoutez, ici Guillaume Andreu, je vais vous parler d'improvisation et d'ailleurs aujourd'hui je vais improviser ce live. Comme vous avez dû le remarquer depuis quelques mois, quelques semaines maintenant, je vous donne un certain nombre de contenus pour vous permettre de mieux comprendre comment vous fonctionnez, votre mécanique intérieure et comment atteindre une réalisation de soi qui soit en relation avec ce que vous êtes plus véritablement à l'intérieur de vous. Et donc je vous donne généralement 2 rendez-vous par semaine, le mardi et le vendredi, dans lequel je vous apporte des contenus de façon à ce que vous puissiez cultiver, on pourrait dire, votre terreau mental, ouvrir votre conscience sur un certain nombre de connaissances, d'informations, de façon à ce que vous puissiez ou peut-être découvrir et puis vérifier, valider certaines choses que vous savez déjà, que vous avez déjà compris, ou des fois peut-être vous ouvrir sur d'autres espaces de possibilités dans votre façon de vous comprendre, de vous connaître et puis de comprendre et de connaître le monde dans lequel vous évoluez. Et puis aujourd'hui, je dirais que j'avais pas ma vidéo, j'avais pas d'idée concernant ce que j'allais vous proposer. Alors je me suis dit, je vais improviser quelque chose et peut-être que le thème de la vidéo justement pourrait être l'improvisation, c'est-à-dire comment improviser sa vie, dans certaines circonstances, quand on sait que parfois notre besoin de contrôler les choses, notre besoin d'être sûr qu'on va réussir, notre besoin de pouvoir valider que ce qu'on met en place va être accepté, apprécié par les autres, etc., fait que on cherche à se préparer, on cherche à peut-être beaucoup se préparer, s'entraîner avant parfois de faire des choses, avant parfois de se lancer corps et âme, j'ai envie de dire, c'est-à-dire librement dans des expériences, des projets, des expériences de vie. Peut-être se lancer à la rencontre de quelqu'un et qu'on se dit juste avant, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire, il faudrait que je prépare un truc à lui dire. Donc on est parfois un petit peu en bascule à l'intérieur de nous entre ce qu'on aimerait pouvoir faire spontanément, ce qu'on aimerait pouvoir savoir faire spontanément. On se dit qu'on aimerait pouvoir avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir avoir de la répartie, réagir de la bonne façon, générer les choses sans forcément avoir besoin de les réfléchir à l'avance, de les préparer à l'avance. Et puis parfois, on est un peu flippé, on craint un petit peu que ça ne fonctionne pas pour nous. Alors on cherche à beaucoup se préparer et parfois on cherche tellement à beaucoup se préparer, des fois on devient même très perfectionniste par rapport à ça. Et d'une certaine façon, on ne se fait pas confiance sur les connaissances, sur les ressources, sur les capacités qu'on a à l'intérieur de nous et qui peuvent nous permettre de faire les choses sans forcément avoir besoin de les préparer, c'est-à-dire de se laisser traverser par ce qui est sous-jacent à nous, ce qui est sous-jacent à notre pensée. Vous savez que on sait aujourd'hui par les neurosciences que finalement ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on ressent et nos actes sont souvent prédéterminés au niveau inconscient et subconscient en amont de ce que nous on prend conscience quand on est en train de le faire, c'est-à-dire que souvent il y a un tout petit temps, quelque chose qui est de l'ordre de la demi-seconde ou un peu en dessous de la demi-seconde, qui fait qu'il y a quelque chose qui nous traverse et à ce moment-là, par exemple une idée, alors cette idée on en prend connaissance au moment où elle arrive dans notre tête, on l'exprime et en fait on a l'impression que c'est nous qui sommes en train d'avoir cette idée, alors qu'en réalité c'est pas forcément nous qui sommes en train d'avoir cette idée, c'est peut-être simplement une idée qui nous traverse ou en tout cas ça vient peut-être d'un autre niveau de nous. Donc celui qui se dit, celui qui croit qu'il est lui, qu'il est son corps, qu'il est ses pensées, qu'il est ses émotions, que c'est lui qui pense, que c'est lui qui doit maîtriser ce qu'il dit, qui doit contrôler son discours, qui doit contrôler ce qu'il est d'une certaine façon, se met beaucoup de pression. Et c'est là qu'il peut y avoir des soucis, on pourrait dire, de confiance en moi. C'est-à-dire que le moi-je, celui qui a envie de s'identifier à qui je suis, à mes pensées, à mes émotions, à mes comportements, à ce que j'ai fait dans ma vie, à mes expériences, etc., etc., ce moi-je va craindre que dans l'histoire qu'il se raconte sur lui-même, si jamais je fais quelque chose, que j'improvise quelque chose et que je me rate, ça pourrait être un échec supplémentaire, ça pourrait être, je sais pas, un sentiment de honte, un sentiment d'humiliation, voilà, quelque chose qui va faire que je suis en train de me raconter d'une certaine façon l'histoire que je vais peut-être pas y arriver. Et donc,
la plupart des gens, en tout cas moi je connais beaucoup de gens, qui n'osent pas par exemple faire de vidéos, qui n'osent pas se lancer dans des projets, qui n'osent pas prendre la parole en public, s'ils n'ont pas en amont bien préparé, bien validé et qui ne sont pas sûrs que ce qu'ils vont dire c'est acceptable, ça va être apprécié par les autres, etc. Et donc on se gâche soi déjà, on gâche soi, c'est-à-dire qu'on gâche ce niveau on pourrait dire de connaissance et d'improvisation et d'intuition que l'on peut avoir en soi, et on se gâche la possibilité de révéler des choses qui ne se révèlent parfois que justement dans l'improvisation ou quand on fait les choses de façon instinctive et qui ne se révèlent pas en nous quand on cherche à les faire de façon très lissée, très cadrée, très protocolaire, comme par exemple les pièces de théâtre. Vous vous rendez compte que quand il y a des pièces de théâtre qui sont travaillées par les acteurs, qui ont vraiment travaillé leur rôle, qui sont entraînés, ils ont appris par cœur leur discours, etc. Quand ils sont bons, ça passe bien, c'est fluide. Ils disent un texte, ils incarnent un personnage, et on a l'impression que c'est fait comme ça, de façon très correcte. Mais dès qu'ils commencent à perdre un peu leurs mots, à perdre leur texte, etc., on sent qu'ils sont... On voit le personnage d'une certaine façon. On voit que l'acteur est en train de perdre le fil du personnage, et du coup, ça peut des fois générer des blancs, des blocages que redoutent la plupart des gens. Beaucoup de gens ont peur, ont le trac, justement, de se retrouver dans certaines circonstances et de ne pas avoir de suite dans les idées, de ne pas savoir comment réagir, de ne pas savoir quoi faire, de peur d'être jugé, de peur d'être critiqué, de peur d'être hué peut-être. Dans le théâtre d'impro, par exemple, il y a une autre façon de fonctionner, qui est une façon de fonctionner où il y a un certain nombre de règles qui sont par exemple, on suit ce que dit la personne qui s'exprime juste avant ou qui fait quelque chose juste avant, c'est-à-dire on dit jamais non, on ne reprend jamais ce qui a été fait, on dit oui et, plutôt que non mais ou oui mais, on dit oui et, c'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose, il se passe une situation. Les personnes qui font du théâtre d'impro apprennent à faire confiance à ce qui va venir spontanément, à ce qui va venir intuitivement, et peuvent parfois sortir des pépites, peuvent parfois avoir des réflexions, une intelligence, un humour, quelque chose qui va être de circonstance par rapport à la situation, et qui va être d'autant plus drôle que ça n'a pas été écrit avant, ça n'a pas été scénarisé, ça n'a pas été préparé, c'est vraiment du spontané. D'ailleurs, c'est ce qui se passe entre nous, entre amis, la plupart du temps, quand on a des amis drôles, parce que des fois on a des amis qui ne sont pas très drôles, mais quand on a des amis drôles et qu'on fait des bonnes soirées, on peut avoir comme ça des moments où il y a une espèce de flow, une fluidité, il y en a un qui dit un truc, l'autre qui rebondit, puis tout le monde se sent bien. La plupart du temps, on ose plutôt faire ça, on ose plutôt se lâcher, on ose plutôt, on pourrait dire, se faire confiance quand on est en confiance par rapport à l'environnement. C'est-à-dire quand ce sont des gens qu'on connaît bien, on sait que si on se plante, on sait que, de certaine façon, on sait qu'ils vont être bienveillants avec nous et qu'ils ne vont pas forcément nous humilier ou on ne va pas forcément avoir honte si jamais on se rate. Donc on ne prépare pas forcément les choses quand on est en lien avec des personnes avec qui on est en confiance. Confiance, c'est qu'on sait qu'on peut se confier à l'autre, on peut se laisser aller, on peut se laisser porter par l'autre, il est là pour nous. Mais c'est vrai que c'est plus difficile quand on se retrouve avec des gens, là par exemple je ne sais pas qui est derrière l'écran, je ne sais pas qui me regarde, je ne sais pas qui vous êtes, et je m'exprime, donc je prends la parole d'une façon improvisée, puisque je n'avais pas du tout préparé. Il y a encore 5 minutes, j'étais en train de me demander ce que j'allais vous raconter, et je m'étais même en train de me dire, je ne vais peut-être pas faire de vidéo aujourd'hui, et puis finalement j'en fais une. Donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, mais tu as des tas de choses à raconter en fait. Il y a des tas de choses qui peuvent se raconter à travers toi. Et donc, laisse faire, vas-y, lance le truc. Donc j'ai mis le sujet, il m'est venu tout de suite, j'ai dit tiens, je vais parler d'improvisation, de confiance en soi. Et ce qui m'est venu, ce qui me vient aussi, c'est 2 sujets du coup que je pourrais partager avec vous. C'est déjà de savoir se laisser guider. Alors il y a Caroline Mariano qui dit l'art de la répartie. Ouais, il y a des gens qui ont vraiment l'art de la répartie, c'est vrai, qui savent rebondir tout de suite sur les choses. Et pour avoir l'art de la répartie, il ne faut surtout pas avoir de fil, il ne faut surtout pas avoir de filet de rétention au niveau de sa pensée, au niveau de sa parole, au niveau de ce qui sort de soi. Parce que sinon, ça ne va pas matcher. On ne va pas être dans le mood, on ne va pas être dans quelque chose qui va faire que ça va bien résonner avec les autres sur le moment. Si je commence à réfléchir, tiens, je voulais répondre ça à sa blague, mais est-ce que c'est le moment, est-ce que je le dis comme ça ou pas, machin, il se passe 5 minutes,
et je reviens 5 minutes après sur le truc, c'est là que les gens peuvent se dire, bah, c'est pas drôle ton truc là, c'est sur le moment que c'est drôle. Donc l'humour, on pourrait dire l'humour de circonstance, comme moi j'aime bien le faire. Donc il y a deux choses, effectivement deux sujets. Il y a un sujet déjà plus personnel qui est ce qui m'est arrivé récemment et qui m'invite à mettre à l'épreuve un peu justement ce que je transmets aussi, ce que j'enseigne par ailleurs. Et puis cette idée de guidance, et les deux sont reliés. La semaine dernière, vendredi 22, je me suis retrouvé avec une surprise qui était le fait qu'on a volé les 4 roues de ma voiture sur le parking devant chez moi, donc de la résidence. Donc un voisin est venu et j'ai vu que la voiture avait plus ses roues. Donc c'était des belles roues, avec des belles jantes alu sur une voiture d'une série limitée, enfin d'une Clio, c'est qu'une Clio, mais c'était une voiture série limitée avec des jantes qui étaient jolies. Donc a priori elles ont attiré des personnes et donc ils les ont volées. Donc sur le moment, j'ai pas vraiment eu de réaction. C'est-à-dire j'ai vu ça, je me suis dit bon, on m'a volé les roues de ma voiture. Je sais que c'est quelque chose qui peut... Bon, franchement, c'est pas courant de voir une voiture sur cale, mais je sais que c'est quelque chose qui peut arriver, qu'on peut se retrouver avec ce genre de choses. Là, je me suis dit, c'est à moi que ça arrive, je me fais voler ma voiture. Bon. Et derrière, qu'est-ce qui est venu? Il est venu un mode de pensée, c'est-à-dire j'ai pas pensé par moi-même, j'ai pensé ce que d'autres, par exemple mes parents, les gens d'une façon générale dans mon système de croyance, parce que quand on dit les gens d'une façon générale, ça veut dire que c'est un système de croyance qui limite les choses. Et je me suis dit, tiens, dans ce genre de circonstances, il y a quand même un certain nombre de personnes qui seraient outragées ou qui seraient émotionnellement, qui se diraient, wow, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Et ça a été d'ailleurs le cas de personnes qui ont laissé des commentaires quand j'ai mis un post pour dire qu'il m'était arrivé ce qui m'était arrivé, avec un trait d'humour, en disant, il y a des jours où ça roule et des jours où ça roule pas. Donc, voilà, c'est vraiment la première réflexion qui m'est venue quand je suis sorti dehors, c'était de faire de l'humour sur cette situation qui moi, m'impacte pas plus que ça à la base. Et j'ai vu qu'il y avait des gens que ça impactait beaucoup plus que moi. C'est-à-dire qu'ils laissaient des messages en me disant tu te rends compte, alors tu dois être en colère, tu dois avoir envie de les attraper et de les tuer, tu dois avoir envie de les étriper, tu dois être triste, ça doit être dur à vivre, etc. Et moi je me rendais compte que ils étaient en train de projeter leurs propres sentiments, leurs propres choses, mais c'était pas ce que moi je ressentais à ce moment-là. Moi, ce que je ressentais, c'était ok, il se passe une situation comme ça dans ta vie aujourd'hui, c'est une expérience qui peut effectivement être connotée négative, mais après, j'en sais rien, parce que je sais pas ce qui va se dérouler, les étapes qui vont suivre, et est-ce que, en fin de compte, avec le recul, est-ce que j'évaluerai que cette situation est négative, ou est-ce que j'évaluerai que cette situation est positive, ou peut-être j'évaluerai pas en termes de négatif ou de positif, mais je me rendrai compte qu'elle m'a appris quelque chose, je me rendrai compte qu'elle m'a apporté quelque chose. Donc aujourd'hui, j'ai compris et j'ai appris à vraiment prendre du recul par rapport aux situations, les voir avec de la hauteur et de ne pas me lancer tout de suite émotionnellement dans une réaction trop vive de la circonstance, parce que des fois, quelques minutes après, quelques heures après, quelques jours après, en fait, il s'avère que finalement, cette circonstance qui paraissait négative, qui paraissait être désagréable, difficile, et dans laquelle, en plus, on peut entretenir une histoire mentale, on peut se raconter d'histoires, puis de l'ego aussi. C'est ma voiture, ça m'appartient, c'est mes roues, qui a osé me voler mes roues, et puis ci, et puis ça, puis je peux me raconter toute une histoire pour m'enflammer d'une certaine façon. Aussi, pour répondre à ce que les gens se disent, d'une façon générale, c'est quand même un minimum de réaction quand il y a une agression ou quand il y a quelque chose, sinon ça voudrait dire que d'une certaine façon on est faible. On est faible de ne pas réagir, on est faible de ne pas... on se laisse piquer son truc, on ne dit rien. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait, moi personnellement, que ce soit une histoire de faiblesse ou de force, mais il peut y avoir des gens qui pensent ça, qui croient à ça. Donc l'idée c'est que sur le moment, pour moi, rien de dramatique, je me dis, les choses vont finir par s'arranger, elles vont rentrer dans l'ordre d'une façon ou d'une autre. Bon, j'ai une assurance tout risque, etc. J'ai quand même des soucis avec l'assistance qui n'est pas validée par mon assurance, donc du coup j'appelle l'assistance dit mais nous on n'a pas de contrat avec votre assurance. Donc je dis là c'est étonnant, normalement je suis censé avoir une assistance. Bref, j'appelle une autre assistance puisque la voiture est en leasing, j'appelle l'assistance de Renault. Renault dit nous on peut vous enlever la voiture mais vous êtes obligé de payer parce que vous n'avez pas le vol des roues est exclu de l'assistance. Donc je me retrouve un peu comme ça sur le fait accompli à dire ok, dans ce cas-là, je vous paye les 100 € que je dois vous payer. Et donc, ils prennent ma voiture pour l'emmener dans un garage. Et là, dans ma tête, je me dis, il va y avoir l'assurance qui va prendre le relais. Et puis, comme je suis assuré tout risque, tout ça, ça va s'arranger.
Et l'idée, c'est que finalement, j'arrive pas à joindre mon assurance, il se passe des heures, il se passe des jours, j'arrive pas à les joindre, je suis toujours rebarré sur un mauvais service, je suis toujours ramené à l'assistance qui me dit finalement, ah oui, mais votre dossier, on l'a toujours pas traité, parce que pour nous, vous avez toujours pas de dossier d'assistance, hein, je parle de l'assistance de mon assurance. Ma voiture est dans un garage à l'autre bout de la ville, et pour l'instant, j'ai pas de vision, de visibilité sur ce qui va se passer. Et les jours passent. Et j'essaye de rejoindre le service, et toujours impossible d'avoir le service. Et en fait, j'ai des réponses qu'hier, donc ça fait quand même 6 jours ou 7 jours plus tard, où on me dit, mais monsieur, dans votre assurance, en fait, il y a le vol de roue isolé, comme ça ne fait pas partie de l'assurance. Donc ça, moi, j'avais pas cette information, parce que j'avais pas été regarder les détails, c'est le truc en ligne, hein, j'avais pas un contrat avec les détails du truc. J'avais vu que c'était marqué vol, etc., assistance, vol, tout ça, donc pour moi, ça faisait partie de ça. Donc là, hier, quand même, j'ai un petit coup de « Ah ouais, d'accord, ok, là, ça commence à devenir moins drôle l'histoire, parce que ça fait 7 jours que j'ai pas de voiture, et en plus, on est en train de me dire que potentiellement, ça va pas être pris en charge, et donc je vais peut-être me retrouver à payer je sais pas combien de réparation, etc., et sans avoir de retour de l'assurance. Voilà, donc du coup, je me dis, bon, ça me déstabilise un peu. Je commence à me dire, bon, bah, je vais quand même pas me laisser faire. Je vais les appeler, je vais envoyer des messages. Donc, je vais leur dire qu'ils sont quand même pas mal en tort sur un certain nombre de choses concernant notamment cette histoire d'assistance, etc. Et que je vais leur envoyer un courrier recommandé pour leur dire qu'il faudrait très bien qu'on trouve comment on pourrait dire, un accord amiable, puisque eux sont en erreur d'un côté et que moi, bon bref, j'ai peut-être pas pris la bonne option dans mon contrat. Enfin bon, je me dis, je vais essayer de voir si je peux résoudre les trucs, mais avec quand même une énergie un peu d'essayer d'obtenir gain de cause, hein, quelque chose de l'ordre d'un sentiment un peu d'injustice. Je me dis, ah mince, moi qui pensais que ça allait se régler, ben non, finalement peut-être ça va être plus compliqué que ce que je croyais, et que je vais avoir beaucoup plus à sortir que ce que j'imaginais. Au départ, je pensais avoir imaginé le coût de la franchise, 400, 450 euros, ce qui est déjà une somme à sortir. Mais là, ça pourrait être bien plus. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à partir dans cette idée de dire, mais là, c'est mon ego hein, qui me dit, oui, il ne faut pas que tu te laisses faire, que tu obtiennes gain de cause, et puis on ne sait jamais, si jamais cet argent, là, ça va être compliqué de le sortir. Donc, si jamais tu ne peux pas payer, qui te propose la réparation de la voiture. Donc, vous voyez, c'est tout une espèce de truc. Quand il y a plein de paramètres qui ne sont pas certains, puisque je n'avais pas encore eu vraiment l'assurance au téléphone, et il m'avait juste envoyé un mail. L'assistance qui me dit toujours qu'ils ne peuvent pas prendre en charge le truc, qu'ils ne peuvent pas me donner de voiture du coup de prêt, etc., etc. Enfin bref. Donc la situation est plus complexe que ce que j'imaginais au départ. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait monter des mécanismes, des réactions. Bon, je vous dis tout de suite, il y a 15 ans en arrière, ma réaction était beaucoup plus virulente, beaucoup plus désagréable, beaucoup plus peut-être même insultante. Parce que j'aurais été petit à petit, je me serais dit c'est pas possible qu'il m'arrive un truc pareil, j'aurais pas accepté que ça m'arrive et je serais monté dans les tours. Donc le fait est que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il y a une part de moi qui s'en fiche en fait, qui trouve que c'est pas si important que ça, que c'est du matériel, donc ça va être peut-être du financier, mais qu'il y aura des solutions et que ça finira par rentrer dans l'ordre d'une façon ou d'une autre, peut-être d'une façon que je n'ai pas encore en tête. Donc aujourd'hui, hier déjà je me détends un peu, je me relaxe, je me dis je ne vais pas faire cette lettre recommandée tout de suite parce que j'étais un peu au taquet. Je me dis je la ferai demain, et puis ce matin je me lève, je me détends, je fais de la relaxation, de la méditation, je me concentre et d'un coup je prends les choses vraiment avec du recul intérieurement et je me dis mais tout ça c'est vraiment pas grave. Envoie des documents qu'on te demande d'envoyer et dans le mail précise que effectivement la situation elle est un petit peu compliquée et essaye de voir si ça peut faire jouer quelque chose, mais sans y mettre des termes ou des choses qui sont trop offensifs, on pourrait dire, ou défensifs ou offensifs. Et puis voilà, et puis j'ai fait ça, j'ai fait mes messages. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc vous n'aurez pas la chute aujourd'hui dans cette histoire, vous l'aurez peut-être dans une prochaine vidéo, dans un prochain live mardi ou vendredi prochain. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis cette partie de moi intérieure qui me guide plutôt vers quelque chose qui est de l'ordre de ne pas chercher à batailler trop, batailler, de ne pas rentrer trop dans quelque chose, de vouloir régler des problèmes d'injustice, hein, ça c'est souvent lié à des blessures d'injustice,
de me dire ouais quand même on va piquer mes roues, ouais l'assurance elle n'a pas assuré tel truc, puis il s'est passé telle chose. Bah, d'une certaine façon, je dois assumer une part de ma responsabilité. Je n'avais pas vu dans mon contrat qu'il y avait cette exclusion du vol de roues. Il faut dire en même temps que quand on achète une voiture et qu'on l'assure, moi, je n'avais jamais eu en tête l'idée qu'on pouvait me piquer mes 4 roues comme ça un jour. Donc, voilà, à un moment donné, peut-être que je vais devoir payer quelque chose qu'une part de moi peut estimer pas juste. Et le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que je me dis, sors de cette situation, de la polarisation de cette situation. C'est bien, c'est mal, c'est positif, c'est négatif, tu devrais ci, tu devrais ça. Si j'en parle à des gens, je vais avoir des tas de personnes qui vont me donner des avis très différents sur la façon dont eux réagiraient ou dont il faudrait réagir pour ci ou pour ça. Pour l'instant, je sens que c'est pas le moment de réagir, de façon trop virulente. J'attends, j'envoie des messages, je leur fais comprendre que la situation, le fait que la situation ne s'est pas déroulée d'une façon très fluide, me met dans une posture délicate et que ça va peut-être être compliqué pour moi de pouvoir faire les réparations, tout ça. Pour l'instant, j'envoie juste ces messages-là, à droite, à gauche. Et l'idée, c'est de laisser faire. Et alors, effectivement, Sandra, très juste, c'est exactement ça. C'est l'idée de lâcher prise. Donc, de répondre essentiellement à ce qui vient. À un moment donné, je me suis dit, je vais renvoyer les documents. Et puis, il m'est venu l'idée de dire, je vais quand même rajouter, même si ce n'est pas le bon service ou quoi que ce soit, je vais quand même rajouter cette information là-dessus. Et donc, je rajoute une information comme quoi il s'est passé telle chose et telle chose. Et comme ça, je me dis, ok, là, ça me vient maintenant, je dis ça à cette personne, c'est peut-être pas le bon service, ça n'est peut-être pas concerné, mais au moins c'est noté, c'est envoyé, c'est noir sur blanc, comme quoi j'ai prévenu des personnes. Et d'une certaine façon, c'est peut-être pas ce qui est dans l'ordre des choses, sur un plan juridique, sur un plan des façons de fonctionner. Il y a peut-être des gens qui seraient dans ces milieux-là et qui me diraient, mais Guillaume, c'est pas comme ça qu'il faut que tu t'y prennes, tu devrais peut-être plus suivre tel cadre et tel cadre. Donc, je devrais d'une certaine façon ne pas me faire confiance ou ne pas faire confiance à ce qui émerge, à l'intuition, à l'improvisation, à ce que je sens juste de faire à ce moment-là et qui me permet de rester dans un bon sentiment, qui me permet de rester dans quelque chose de fluide. Ça n'empêche pas que j'ai toujours l'idée d'arrière-plan, l'impression que si je fais les choses de cette façon, de façon fluide, sans trop non plus prendre la tête à tout le monde, sans vouloir absolument avoir gain de cause. Alors je peux vous dire que là, depuis 7 jours, il y aurait des gens qui seraient en train de péter des câbles, d'appeler des avocats, d'envoyer des lettres recommandées, etc., bien salées. Pourquoi pas? S'ils sentent que c'est ça qu'ils ont à faire sur le moment, pourquoi pas? Moi, je ne sens pas ce truc-là. Et je n'ai pas envie, je trouve pas utile de rentrer dans ce truc-là. Je me dis même, si je dois être amené à payer ce que j'ai à payer, je verrai ce que la vie me propose comme potentiel rentrée d'argent, comme potentiel projet, comme potentiel moyen que ma situation me permette de pouvoir englober, on va dire, cette dépense qui n'était pas du tout prévue et que ça puisse se faire. Et j'ai déjà eu nombre d'expériences ces dernières années dans lesquelles, depuis que justement j'ai appris à ce fameux lâcher prise, à faire confiance, à être dans une intention positive, à essayer de ne pas amener trop, de ne pas faire descendre trop l'énergie dans des choses négatives, de guéguerre, de tension avec les gens, avec les services, etc. C'est un peu comme si c'était une mise à l'épreuve. C'est un peu comme si c'était un beau terrain d'expérience pour voir comment j'ai intégré toutes ces informations, comment j'ai intégré, on pourrait dire, cette forme de philosophie de vie ou cette forme de sagesse face à des circonstances de vie qui perturbent. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, il y a peut-être des gens qui se diraient, mais attends, de quoi il parle là ? La vie c'est le côté matériel, la voiture c'est important, l'argent c'est important, tout ça c'est la vie, quoi, c'est ça la vie. Pour moi, c'est un aspect de la vie. L'aspect matériel n'est qu'un des aspects de la vie. Et pour moi, il n'est pas prioritaire sur les autres. C'est-à-dire que le niveau financier, le matériel, etc., ne prime pas dans mon système face à des personnes. C'est pas leur richesse, c'est pas leur argent, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, qu'ils aient un statut social ou qu'ils n'en aient pas, etc. Moi, c'est pas ça qui m'importe dans une relation humaine. C'est pas ça que je regarde. D'ailleurs, on a toujours trouvé que j'étais un peu bizarre dans mon entourage parce que justement, j'étais pas en train de courir après des gens qui avaient des moyens et j'étais pas
enfin, je côtoyais aussi bien des gens avec des moyens que des gens avec moins de moyens, des gens avec des études que des gens avec pas d'études. Et pour moi, c'est pareil. Je m'adresse exactement de la même façon à tout le monde. D'ailleurs, je me rappelle d'une réflexion comme ça au passage. Je ne sais pas si vous connaissez David Laroche. David Laroche, c'est un ami avec qui je m'étais formé en PNL il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans maintenant, au mois de mai justement. Avec qui je m'étais formé en PNL. On avait suivi la même formation à l'époque. Et lui, il est parti très très vite dans l'idée de dire je vais développer une image de marque, je vais développer une personne, une image de marque pour m'imposer sur le marché, pour devenir un genre d'Anthony Robbins français, et j'ai envie d'atteindre des sommets. Donc il est parti dans cette dynamique. On a fait des choses ensemble au départ. Et puis lui, il est parti de son côté, il a fait son marketing, il a mis en place toute sa stratégie pour pouvoir se développer. Et moi, j'y suis allé à mon rythme, j'y suis allé en mode j'ai envie d'aider les autres, mais j'ai pas envie de créer une usine à gaz pour autant, j'ai pas envie pour autant de devoir faire un marketing de fou, j'ai pas envie pour autant de devoir faire de la communication tout le temps, etc., etc. Là, je le fais un peu avec cette fameuse chaîne, justement, au travers de ce que je vous propose maintenant. Je le fais un peu plus parce que je sens maintenant pour moi que c'est juste, que c'est bien, que c'est fluide et que ça me met pas, je suis pas dans une posture d'y aller en force. Et je me rappelle que j'avais recroisé sur un événement sur lequel il y avait 200-300 personnes et que j'étais là en intervenant sur cet événement et que j'étais dans la salle et je parlais avec des gens, puis les gens venaient me parler et puis à un moment donné je me mets à parler avec lui, on était un peu sur le côté de la scène, puis on discute tous les deux, puis il y a des gens qui viennent, ils font excusez-moi, je voulais vous dire, tiens Guillaume, puis on se tutoyait. Puis au bout d'un moment il me regarde comme ça, il me dit mais Guillaume, tu parles aux gens comme ça enfin, comme si c'était tes potes, etc. Je dis bah oui, c'est pas mes potes, mais c'est des êtres humains en fait, en gros. Donc je parle aux gens, quoi, normal. Enfin, je vois pas où est le problème, que ce soit lui, toi ou je sais pas qui, pour moi c'est la même chose. Et il me dit ah bon, mais d'accord. Il me dit bah là, il me dit moi, je pense que c'est bien de faire la part des choses entre les gens qui interviennent, etc., qui montent sur scène, enfin bref, et puis le public, et de pas trop se mélanger avec le public, parce que sinon en termes d'image, ça réduit ton image, il dit avec tout ce que tu sais, la valeur que tu as, etc., tu devrais normalement être sur une autre posture. C'est des postures qu'on peut retrouver chez des artistes par exemple, des gens qui deviennent connus, c'est-à-dire qui sont proches ou des politiques. C'est-à-dire pendant un temps, ils sont proches des gens quand ils sont encore, on pourrait dire, en train d'essayer de grimper les étages. Puis une fois qu'ils sont arrivés à un certain niveau, ils se retrouvent à commencer à mettre une distanciation et simplement à je sais pas, préserver une espèce d'image sociale comme ça, je ne peux pas être accessible aussi facilement. Et c'est vrai que ça donne, sur un plan psychologique, ce sont un peu des leviers de psychologie, de manipulation d'une certaine façon, ça donne cette rareté, ce sentiment que la personne est difficilement accessible, donc qu'elle vaut quelque chose de plus, etc., etc. Bon, moi, c'est pas mon cas. Je n'aime pas ce type de rapport. Donc, je le fais rarement. Que ce soit, quand je dis rarement, c'est que je le fais quasiment jamais, en fait. Parce que je peux être en lien avec des gens que je côtoie, qui sont dans des niveaux de développement ou de réussite. Je vais leur parler de la même façon que les autres. Donc, c'est juste parce que dans ma façon de fonctionner, c'est important pour moi que l'humain et sa dynamique et sa nature profonde qui pour moi maintenant, avant, c'était pas mon système de croyance, mais qui pour moi devient de plus en plus clairement quelque chose de divin, ce rapport doit rester sur un plan fraternel et un plan d'égalité. Voilà. Quelle que soit la personne, quel que soit ce qu'elle a concrétisé, quel que soit ce qu'elle a réalisé, quel que soit ce qu'elle a construit, et qui fait qu'à un moment donné, elle essaye de se différencier des autres. Il y a beaucoup de ça dans le système social, dans le système, on pourrait dire, de prédation, prédateurs prédatés, ou de personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'ordre de préséance, c'est-à-dire l'idée que certaines personnes ont plus de valeur, ont plus de force, ont plus de pouvoir, etc. que d'autres, et que donc certains ont des privilèges et les autres doivent suivre le truc parce qu'ils sont moins bien qu'eux. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui sont en lien avec des cultures, avec des apprentissages, avec des conditionnements sociétaux. Moi, depuis l'enfance, je trouvais toujours étrange qu'il puisse y avoir des gens qui donnent des lois pour d'autres gens ou des gens qui décident à un niveau pour d'autres gens.
d'autres êtres humains. Quand je dis des gens, c'est des êtres humains. Je trouvais ça... Anne No, mon amie Anne, le piège de l'enfermement dans la posture, bah oui, c'est ça. Mais il y a un biais cognitif qui est le biais de conformité et qui fait que on a tous tendance, en fait, face à une personne qui est censée représenter, je sais pas, une activité professionnelle, un rôle social, etc. On a tous l'idée qu'elle est censée se comporter d'une certaine façon, s'habiller d'une certaine façon, être d'une certaine façon. Vous voyez, par exemple, avec le docteur Raoult, là, il est dans ce truc d'être lui avec son style, sa barbe, ses cheveux longs, etc. Genre, j'ai plus rien à prouver, j'ai pas besoin d'avoir une tenue de docteur pour être un docteur, hein, voilà, etc. Et ben, il est attaqué socialement sur, ouais, mais là, avec son style. C'est-à-dire, il y a vraiment l'idée d'être conforme à quelque chose. Et donc, ce biais de conformité, il est très important dans l'évaluation. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sur un plan du marketing, par exemple, pour se donner une image, pour valoriser, hein, que ce soit une marque ou une personne, pour donner à voir quelque chose, mais qui n'est pas vraiment la personne en elle-même. C'est une belle image qui va vendre selon certains principes, selon certains critères, selon la cible, etc. La personne va dire, je vais plutôt faire comme ci, je vais plutôt faire comme ça, je vais plutôt présenter tel aspect de moi-même de façon à ce que ça puisse coller et que les gens en face puissent se dire, ah, je peux faire confiance à cette personne parce qu'elle correspond à ces critères. Donc on a vraiment des biais cognitifs qui nous amènent à essayer de nous conformer à des modes de fonctionnement. Et on regarde le monde extérieur et on évalue ou on s'évalue nous-mêmes par rapport à un regard extérieur, on réfléchit le monde extérieur d'une certaine façon, et on cherche à s'imposer aussi certaines façons de fonctionner, certaines façons de faire. Et quand je vous dis que par rapport à tout ce qui s'est passé pour ma voiture, j'en arrive au point de méditer et de lâcher prise et de me dire que je m'en fiche, que c'est pas si grave et que si je dois payer les factures, tant pis, je trouverai les moyens de les payer, etc. J'ai une partie de moi, donc une partie plutôt égo ou plutôt conforme justement à la... Ah, j'ai un appel, alors vous savez, ça se trouve, ça m'étonnerait que ce soit les assurances à cette heure-ci. J'ai un biais, j'ai une part de moi qui se dit comment ça peut être pris ça, comment les gens qui t'écoutent ou qui vont écouter cette vidéo vont réagir face à quelqu'un qui tient ce type de discours. Donc vous voyez, on a toujours en soi, d'une certaine façon, des sous-personnages, des sous-façons de fonctionner qui soit se sentent libres d'exister d'une certaine façon, d'être, etc. Et ce que je suis là et ce que je vous dis là, je ne vous l'aurais peut-être pas dit à 5 ans, parce que je me serais dit non, tu ne peux pas peut-être tenir ce genre de discours, les gens vont croire que si, que ça. Aujourd'hui, j'ose le faire parce que j'ai dépassé un certain nombre de blocages et d'histoires concernant ce que les gens peuvent bien penser de moi, etc. Donc tout ça, c'est... Mais il y a quand même toujours une part qui est là. Il y a quelque chose qui observe, il y a l'ego, il y a un peu le gardien de la personnalité, du personnage ou des personnages qui se demandent si c'est juste, si c'est bien, ce que ça va générer comme réaction chez les autres, etc. Moi, chez moi, c'était très très fort quand j'étais jeune. Donc quand je vous dis ça, il y a peut-être des gens qui peuvent être totalement déconnectés de ce genre de considération. Moi, je sais que chez moi, c'était très fort. C'est-à-dire que même penser par moi-même, c'était la dernière chose à faire. J'étais tout le temps en train de me demander ce que je pensais par les autres. Dans cette situation, qu'est-ce que dirait lui? Dans ce truc-là, qu'est-ce que ferait cette personne? J'étais tout le temps en train de me mettre à la place des autres et de me demander comment les autres feraient. Donc c'est pour vous dire, je n'ai vraiment pas envie d'être moi. Oui, je sais, Anne, que tu partages cet idéal de simplicité, puisque tu es exactement... Anne est une amie qui officie dans les domaines de l'accompagnement également, et qui a alors ça vient peut-être de notre côté Verseau, si vous vous intéressez à l'astrologie, mais qui a ce côté d'être égal d'une certaine façon avec les gens, qu'ils en soient là ou qu'ils en soient là. Pour elle, c'est pareil, ça lui est égal dans le bon sens du terme, et moi c'est la même chose. Pour Laurie, merci Laurie, ravi que ça te convienne. Oui, alors voilà, oui, intéressant d'avoir aussi ces informations sur les assurances. Tant qu'à faire, profitez-en pour faire un truc factuel. Vérifiez si vous avez des assurances auto, des assistances, etc. Avant d'avoir un problème, vérifiez si tout est bien pris en charge, si le vol de phares, d'accessoires. Parce que moi, en fait, a priori, je n'ai pas pris l'option équipement.
dans mon assurance, mais je savais même pas qu'elle existait. Donc c'est pour dire que bon, je suis même pas sûr qu'elle m'ait été proposée, parce que c'est un truc en ligne. Donc je sais pas si je l'ai vu passer ce truc-là. Mais moi je pensais qu'assurance tout risque, évidemment, ça comprenait que si on piquait mes roues, enfin je m'étais même pas posé la question. Donc, et sur l'assistance, c'est pareil. Normalement, j'ai l'assistance dans mon assurance. Donc, le fait que l'assisteur mondial assistance n'ait pas de contrat à mon nom, ça vient d'une erreur de mon assurance qui n'a pas relié mon contrat avec mondial assistance, a priori, hein, parce que je l'ai bien la truc. Donc, c'est là qu'ils sont eux en erreur d'une certaine façon et qui me mettent dans une situation compliquée avec l'assistance et que j'étais obligé de payer une autre assistance qui, elle, ne prend pas les roues. Enfin bref. Donc tout ça, c'est très compliqué, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je vous donnerai plus d'informations quand j'aurai des nouvelles concernant l'issue de tout ça. Et on verra. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, si cette situation se règle dans les bonnes conditions, c'est-à-dire si je me retrouve avec très peu de choses à payer, que ma voiture est remise en état et que voilà, assez rapidement, ce sera super, ce sera très bien comme ça. Si ce n'est pas le cas, si ça prend plus de temps, si ça me coûte plus d'argent, etc., ça ne sert à rien que je me pourrisse la vie. Maintenant, ça ne sert à rien que je me mette dans un état de tension, d'être en guerre contre d'éventuelles personnes derrière leur bureau, leur ordinateur, à qui j'essaierai de mettre la pression pour qu'ils me rendent gain de cause. Je vais y aller tranquillement, je vais leur faire des propositions, je vais discuter avec eux, je vais voir leur réaction, et puis au fil de l'eau, je vais voir ce qui se passe, je vais voir comment ça s'organise. Mais ça ne sert à rien de se mettre mal en fait. Parce qu'on se fait du mal à soi-même, tout simplement. C'est notre propre système vibratoire, énergétique, fréquentiel on pourrait dire, mais aussi neuropeptidique, donc avec nos hormones, etc. Si je me mets trop en colère, si je me déprime pour ce qui m'arrive, si je me mets en colère, si je suis rageux, si je suis haineux, si je suis dans la volonté de, on pourrait dire, de ce que j'aurais certainement fait de vengeance, à une époque, j'aurais certainement nourri ce genre de pensée, c'est à moi que ça fait du mal. Et peut-être que même sur un plan karmique ou sur un plan loi d'attraction, je vais m'attirer encore plus de difficultés parce que je vais être en train de vibrer des fréquences, je vais être en train d'être dans des émotions, dans des trucs qui vont avoir une influence sur l'environnement et sur les résultats que j'obtiens avec mon environnement. Donc inutile de se faire plus de mal que la vie, j'ai envie de dire, en fait déjà à l'extérieur, ou en tout cas, elle ne cherche pas à faire du mal. Enfin, c'est pas la vie en elle-même qui cherche à me faire du mal. C'est qu'il y a des gens qui font des choses, ils suivent leur plan en fait, c'est leur stratégie perso. Il y en a qui s'est dit, moi j'ai besoin de roues, ou je veux vendre des roues, j'en ai besoin pour ma voiture, ou ça se trouve il s'est fait piquer les siennes par des gars, il s'est dit, je vais retrouver une autre qui a les mêmes, je vais piquer les roues, etc. Enfin, j'en sais rien exactement ce qui s'est passé, mais ça n'a pas d'importance. L'idée c'est que ça sert à rien que je me fasse un ulcère à l'estomac pour cette histoire. Voilà. Comme dit Anne, l'idée c'est de rester dans une forme de verticalité, d'être centré, de conserver au maximum, même si ça bouleverse. Je ne vous dis pas que quand j'ai eu ces histoires, que j'ai vu les mails, que j'ai passé des heures au téléphone avec les services qui au bout d'un moment raccrochent après 45 minutes d'attente, ou ci ou ça, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des moments où ça fait monter la mayonnaise. Mais l'idée c'est de ne pas entretenir ça, de prendre un temps, de se détendre, de se relaxer, de se recentrer, de revenir dans une bonne vibration et de se dire ok, on trouvera des moyens qui sont plus consensuels, qui sont plus pacifiques. On se pacifie à l'intérieur et d'une certaine façon, on essaie de trouver des choses plus pacifiques comme solution. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, c'était un live d'impro, donc sur faites-vous confiance. Alors, je ne sais pas du coup si faites-vous confiance quand vous avez besoin de faire quelque chose. Lancez-vous, laissez votre intuition officier. Voilà, tout ce que je vous ai dit là, laissez votre guide d'une certaine façon au travers de votre cœur. Laissez cette conscience, cet autre niveau de conscience, cet autre niveau de vous, qui est d'une certaine façon votre guidance profonde, votre guidance intérieure. Laissez-la s'exprimer à travers vous. Laissez-la s'exprimer dans votre vie. Parce que si votre mental, ego retient tout ça tout le temps, et tout le temps en train de reconsidérer les choses et de les penser en fonction du monde extérieur et comment il faudrait que ce soit, les mettre dans des schémas, dans des formes, dans des choses particulières, parfois on passe à côté de possibilités, de moments de grâce, de moments inattendus, d'expériences inattendues. Quand on se conforme à des façons de penser, à des façons de fonctionner, on a plus des résultats attendus. On est plus dans le contrôle.
Et des fois, l'inattendu arrive justement quand on se permet de ne pas rentrer là-dedans. Donc même pour tout vous dire, je n'ai même pas parlé à mes parents que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, qui m'ont dit comment tu vas, etc. Je leur ai même pas parlé de cette situation de voiture. Pourquoi? Parce que je sais que eux, dans leur mentalité, à l'âge qu'ils ont, etc., ils vont générer plus de mal-être, de soucis, d'inquiétudes, de difficultés avec cette histoire que moi, j'en gère. Voilà, je peux gérer ça sans forcément que eux se sentent concernés ou se sentent impactés par ça, et que derrière, d'une certaine façon, ils me rappellent en me disant alors t'en es où, qu'est-ce qui se passe, que je leur raconte l'histoire, et puis que j'entretienne un discours qui soit pas forcément qui soit pas forcément bon en termes de vibration, en termes de résolution. Voilà. Donc l'entourage, bah, c'est bien, mais c'est pareil, c'est l'histoire de savoir à qui on s'exprime, comment on le fait ou pas, pour toujours préserver son intégrité, son autonomie d'une certaine façon. On peut être interdépendant avec les autres, mais ça ne sert à rien d'être tout le temps dans des systèmes où on doit, d'une certaine façon, ou se justifier, ou comment dire, ménager la susceptibilité des autres. C'est-à-dire que nous, on n'a pas peur, l'autre il a plus peur que nous, et on va gérer sa peur plus que la nôtre sur une situation qui nous concerne. Ça, pour moi, c'est inutile. Voilà, ça n'a pas forcément de raison d'être. Donc un jour, peut-être que mes parents, je leur dirais, bah, j'ai eu ce problème de voiture, je l'ai résolu, etc. Ils diraient, pourquoi tu nous en as pas parlé? Peut-être, mais je dirais parce que ça m'a, voilà, parce que je n'avais pas besoin, j'avais pas forcément besoin ni envie de partager ça et de devoir entretenir des pensées qui sont liées à la façon de penser des autres. Voilà, c'est ça l'idée, hein. C'est vraiment cette autonomie, cette liberté de penser, cette liberté de ressentir, sentir sa guidance, se faire confiance, même si c'est pas conforme à ce que les autres attendent. Exactement. Alors c'est exactement ça, Laurie. Le déploiement de la confiance en soi, en somme, est nécessaire à la foi. J'ai même envie de dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est justement par le fait de cultiver la foi qu'il va y avoir le déploiement de la conscience en soi, de la conscience supérieure en soi. C'est comme si cette partie attendait qu'il y ait la partie plus égoïque, plus mentale, plus incarnée, plus manifestée, qui se retourne vers cette partie et dit « Ok, je te fais confiance, ok, j'ai la foi, ok, c'est vraiment se laisser, vous savez, c'est cet exercice comment on pourrait dire, de se laisser partir en arrière et de sentir qu'il y a quelqu'un qui vous retient. Ben, c'est un peu pareil pour cette histoire de soi, ce filet de soi qui peut vous retenir derrière, qui est en lien avec la foi. Si j'attends que le filet de soi se manifeste, vienne me faire sentir qu'il est là pour que je puisse me dire « Ah, ben, j'ai foi en toi », ben non, ça marche plus, parce que j'ai la preuve. Donc si j'ai la preuve, d'une certaine façon, c'est plus de la foi. C'est une croyance en lien avec une expérience. C'est une constatation. Par contre, la foi, c'est vraiment l'idée de dire, même si je n'ai pas de preuve, je cultive l'idée qu'il y a quelque chose de supérieur, qui me dépasse, qui me transcende et qui est là. Que ce soit la foi en Dieu, que ce soit la foi en soi. Moi, je suis plutôt du côté de la foi en soi que de la foi en Dieu. Mais l'idée, c'est que vous fassiez confiance, vous donnez votre confiance et vous dites ok, traverse-moi, comment on pourrait dire, vis à travers moi, exprime-toi à travers moi, infuse-toi en moi. C'est l'autre, c'est soi, hein, c'est toujours soi, d'accord, c'est toujours soi, mais dans la conscience du corps, dans la conscience de l'incarnation, dans la conscience de la matière. Donc l'idée c'est d'incarner ça, d'infuser cette essence dans la substance. Mais pour ça, il y a besoin d'ouvrir la petite connexion à l'intérieur, et après on sent que c'est là, on sent que c'est présent, on sent que ça nous guide. Mais la vie extérieure nous bouscule, la vie extérieure nous met à l'épreuve, et les situations font réagir en nous les programmes, les schémas, les conditionnements. Et c'est ce que je vous expliquais par rapport à la bagnole, tout ce qu'on peut se dire, tout ce que le monde peut faire à l'extérieur, qui sont des connaissances qui sont liées à l'extérieur, où on finit par oublier notre propre impulsion, notre propre sensation, notre propre impulsion qui vient de l'intérieur et qui dit non, fais ça, agis comme ça. Même s'il y en a 100 à côté de toi qui pensent que c'est pas vrai, que c'est pas juste, ou que ça n'aura pas de résultat positif, si tu le sens, fais-le. Ça, c'est très compliqué. C'est là que ça demande de la foi. Mais c'est là aussi qu'on laisse le soi s'incarner
et nous habiter, nous remplir. Et donc voilà, on devient éclairé. Un peu comme si c'était une ampoule qui finissait par prendre de l'essence, s'allumer, du jus, de l'électricité, hein, et petit à petit s'éclairer jusqu'à ce qu'elle rayonne pleinement. Chers amis, ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Et puis, je vous dis rendez-vous soit sûrement mardi et vendredi. Hein, c'est souvent le mardi et le vendredi. J'essaye de m'y tenir au maximum. Merci à vous pour votre écoute. Et puis, si jamais vous avez des questions... Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi à la fin de ce live, c'est déjà à partager, hein, si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut intéresser des personnes. Liker, partager, enfin bref, commentaires, tout ça. Et puis, je vais faire des lives dans lesquels je prendrai des personnes pour répondre directement à vos questions la prochaine fois. Ou la prochaine fois, ou une prochaine fois en tout cas. Si vous avez une question précise et que ça vous dit, que vous craignez pas d'être sur l'écran avec moi, je peux aussi vous faire venir pour que vous me posiez une question et puis qu'on discute un petit moment, qui est vraiment un genre de petit échange, comme ça, sur la problématique ou sur les questions que vous vous posez, pour qu'on voit comment on peut creuser cette question et avancer sur cette question. Voilà, donc je vous laisserai, je vous donne ça, si jamais ça vous intéresse, les prochaines fois on pourra faire ça ensemble. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt, donc passez une excellente soirée, et faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Salut.